Bonjour à tous et bonjour à toutes pour cette toute première conférence dans cette salle. Conférence qui s'intitule Comment se lancer et produire son jeu vidéo. Retour d'expérience sur le jeu Don't Forget Me. Donc, je vais juste me présenter vite fait, je te laisserai te présenter Aurélien. Moi je suis Robin Faux, donc on y reviendra juste après, c'est juste pour indiquer là. Et je suis le cofondateur donc, du studio bordelais The Moon Pirate. Pour toi Aurélien. Bonjour à tous, moi c'est Aurélien Montero et du coup je suis le compositeur et sound designer sur Don't Forget Me. Voilà. Qu'est-ce que Don't Forget Me? Alors j'ai un petit trailer passé. Sera bien mieux que beaucoup de mots que j'envoie directement sur l'écran en espérant que ça marche. Que rien n'est sûr. Euh, je renvoie sur le PDF. Alors, Don't Forget Me, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'enquête narratif où on explore la mémoire de clients dans une clinique à l'aide de mots-clés. Donc ça se déroule dans un monde cyberpunk et le joueur va devoir faire face et déjouer à une conspiration gouvernementale. Donc au niveau du gameplay, on est sur quelque chose entre le point and click du coup et une mécanique de jeu à la Her Story. Donc c'est un jeu qui est développé par, je disais, par The Moon Pirate, dont voici l'équipe. On est une équipe de 5 personnes, 3 personnes qui sont basées à Bordeaux, donc Mélanie, Guillaume et moi-même qui sont à Bordeaux, et 2 personnes qui sont ailleurs en France, donc Aurélien, toi qui es situé aux alentours de Paris, et Benjamin qui lui est dans la région toulousaine. On représente toute la France. Voilà, on est bien. Donc un studio qui travaille principalement par télétravail, ce qui n'est pas plus mal, hein, ce qui n'est pas plus Ah, mal. on a bien vécu hein, le coronavirus, hein. Tout s'est bien passé. Hein. Ça. Baisse de production. Baisse. Du coup, alors comment ça s'est passé? Pourquoi faire un retour d'expérience? Parce que on pense que la manière dont on a abordé les choses est relativement intéressante et peut aider plusieurs personnes en fait, à se lancer, quoi, et surtout à s'enlever des questions en tête. Donc, comment ça s'est passé? Comment on en est arrivé à ça? Alors, faut savoir que tout a démarré en novembre 2018, dont je vais parler pour mon cas précis. Donc, je sors d'école en juin. Donc, je suis diplômé d'une école de communication visuelle. Donc, rien à voir avec le jeu vidéo. Et je me lance de la recherche d'emploi parce qu'à un moment donné, il faut bien manger. Et on va dire que ma recherche d'emploi ne donne strictement rien pendant 6 mois. Donc, pendant ces 6 mois, pour passer le temps, j'ai décidé de me former. De me former en fait à diverses choses. Je suis un gros joueur de base, si on peut partir sur ça, j'ai un gros profil de joueur en fait. Je joue énormément et depuis toujours, et le jeu vidéo m'a toujours intéressé. Et tout ce qui est approche artistique et technique autour du jeu vidéo m'intéresse. Ça qui m'a permis d'avancer. Et donc pour passer le temps, je m'amuse à faire du pixel art sur Photoshop, j'apprends Unity, j'apprends le C Sharp, et je dessine mon premier personnage. Donc là, j'ai pas d'image de mon premier personnage. De ce premier personnage, je me dis, bah ça va, ça va, c'est pas si dur. Je vais voir ce que je peux faire.
De leur côté, du coup, Mélanie et Guillaume, eux sont en dernière année de master. On n'est pas à notre premier projet qu'on monte ensemble et on s'est dit, ben, cool, quoi. Ils se sont dit, vas-y, t'as l'air d'avoir une idée en tête et de t'y tenir. Let's go, on va te suivre. Mais on finit quand même nos études avant, ce qui est quand même hyper important. Moi, au niveau des outils, quand on a abordé les choses, il faut savoir qu'il y a vraiment eu, vous allez voir qu'il y a vraiment eu deux grosses étapes dans le développement de Don't Forget Me. Donc moi, de décembre du coup à février, j'utilisais donc Photoshop pour faire tout ce qui était pixel art et tout ce qui était partie artistique du jeu, et à côté Unity. Ça pose Ça va poser plusieurs problèmes en fait, d'être parti sur ces deux logiciels-là et de n'avoir aucune idée de comment développer un jeu. À ce moment-là, je sais pas comment ça marche. Je suis vraiment dans voilà, c'est vraiment l'état sauvage l'état sauvage du développement de jeux vidéo. Plus tard, on est passé sur d'autres outils. Donc pour nous de la côté création, qui sont Asprite pour la côté graphique, Unity pour le côté moteur de jeu et moteur graphique, et Inky pour la partie narration. Et toi, du coup, Aurélien, de ton côté, si je ne me trompe pas, c'est Ableton que tu utilises? Ouais, Ableton Live, et Fmod, faut pas l'oublier, parce que c'est vrai qu'il y a aussi Et Fmod Fmod. depuis pas longtemps. C'est ça qu'on a, c'est le dernier ajout qu'on a eu, c'est Fmod. C'est vrai que là, on l'a pas mis, parce que du coup, parce que j'ai pas, j'ai pas du tout pensé. Mais c'est vrai qu'on utilisait Fmod qui est un moteur qui gère le son. Et qui va nous permettre en fait de pouvoir gérer toute une musique évolutive. C'est pour ça qu'on l'a pris. Ça va être un gros avantage sur le jeu. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, je sais que ça va pas parler à tout le monde et je sais que c'est peut-être deux écrans là qui font peur, mais ah, Tu l'as l'écran fait moins peur. tu l'as fait même peur, mais on va passer sur l'écran qui fait peur. Euh, À gauche, on a ce que j'avais développé au début dans Unity. J'étais parti en mode, vas-y, je fais tout mon moteur de narration, ça va être génial. Et à droite, on a donc du coup Inky. Il faut savoir que l'une de mes premières erreurs quand j'avais commencé à dev Don't Forget Me, c'est avoir envie de réinventer la roue. Ben un conseil, faites pas ça. Ne réinventez pas la roue, surtout au tout début, quand vous êtes nul, quand vous êtes nul en dev comme moi je l'étais. Ne faites pas ça parce que c'est un nid à problème en fait. Et alors qu'à côté, on a Inky qui gère déjà de base beaucoup de choses, et la seule chose qu'on a eu à développer derrière, c'était le pont pour communiquer entre les deux programmes, en fait, ce qui va beaucoup plus vite. Et donc là, ça se voit mal, mais du coup, à droite, on écrit une ligne de texte, et ensuite, on met plein de petits tags avec un dièse, donc ben, l'équivalent des hashtags, du coup. Et à partir de là, on le fait communiquer avec Unity, et on a gagné un temps immense, et surtout un temps immense dans la modification du fichier. Ça arrange tout le monde, c'est-à-dire que ça arrange tout le monde pour, comme je dis, pour le modifier, pour ajouter des animations ou faire des actions. Ça arrange tout le monde pour la traduction, ça arrange tout le monde pour la relecture. Enfin, ça a été vraiment une grande aide. Et ça, euh, mine de rien, si j'avais eu l'idée si j'avais pu l'anticiper, croyez-moi que j'aurais pas fait l'erreur deux fois. Parce que mine de rien, ça fait perdre du temps. Certes, ça a été un bon exercice au niveau du dev, du coup, d'essayer de dev son propre moteur de narration, mais je le conseille pas. Je le conseille pas quand on est entre guillemets débutant. Et ensuite, on est passé sur, pour la partie graphique, on est passé sur Asprite. Asprite, qui est un logiciel du coup pour faire du pixel art, qui a été conçu pour ça, qui a des fonctions qui se rapprochent vraiment beaucoup de Photoshop, mais c'est le feu quand vous voulez faire du pixel art en fait. Photoshop, c'est une usine à gaz. Ben, déjà à la base, c'est pas fait pour faire du dessin. Photoshop est un logiciel pour faire de la retouche photo. Et Asprite, du coup, est fait pour faire du pixel art. Alors juste, je ne dénigre pas les personnes qui utilisent Photoshop, bien évidemment, pour faire du pixel art. J'ai en tête Mother Russia Bleed, où tout le pixel art a été fait et toutes les animations ont été faites sur Photoshop. Et ça marche très bien, il n'y a pas de souci.
C'est juste que pour nous, c'était un peu plus meilleur de le faire, de le faire sur Asprite. En témoignera Mélanie et Guillaume, qui je pense ne s'arrachent plus des cheveux maintenant. Et moi aussi, notamment pour tout le tunnel d'export, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Ensuite, donc ça c'est les outils qu'on a utilisés pour le jeu. Ensuite, il y a eu une seconde étape à partir de février, qui a été le lancement d'un Kickstarter. Alors, le lancement de Kickstarter, il faut savoir que quand on a fait le projet, il y avait une envie de professionnalisation, donc une envie d'en vivre. Je travaille pas à côté, vu que j'ai pas de boulot, j'en trouve pas. Donc l'idée c'est, je veux me lancer dans le jeu vidéo. Moi j'ai 6, 7, 8 mois à tenir financièrement parlant. Et j'ai de la réserve à côté, mais on décide de lancer un petit Kickstarter pour que je puisse du coup en vivre et pouvoir vraiment travailler sur ça. Le Kickstarter, du coup, est lancé en février 2019. Il a un objectif de 10 000 dollars. Il se finit le 1er mars 2019. Il va permettre de faire deux grandes choses, hormis collecter de l'argent. Ça va être pouvoir avoir des feedbacks sur le jeu et pouvoir valider le concept du jeu et la désirabilité du jeu. Donc, je vais vous montrer la campagne sur l'écran. Alors, si je me trompe pas, vous avez accès au scroll. C'est-à-dire que moi, quand je scrolle sur l'écran pour montrer des choses, ça scrolle pas chez vous. Donc, n'hésitez pas à scroller. Scroller sur l'écran. Donc, voilà. Donc, il a fallu faire une vidéo. On a toute la partie, du coup, qui va raconter le projet. Donc, on est parti sur l'anglais en premier quand on décrit le projet. Même si on a écrit le jeu en français quoi, et qu'on est français, notre prioritaire reste quand même les anglais. Il y a beaucoup plus d'anglais, c'est une cible qui est beaucoup plus large et c'est pour ça que ce choix a été fait. Et ensuite, on l'a rempli du coup avec euh, avec les différentes images qu'on a fait. Donc à ce moment-là, on va dire 90% du jeu, je le fais tout seul. Guillaume et Mélanie m'aident à côté, mais de manière très succincte, vu qu'ils doivent travailler pour leurs études. Il faut savoir, la préparation d'un Kickstarter, pas le négliger, c'est très long. Il y a beaucoup de travail en amont à faire, donc savoir les contreparties, pouvoir rédiger des textes qui sont impactants, des images qui sont impactantes, savoir bien budgétiser du coup l'entièreté du jeu. C'est beaucoup de travail. Pour vous donner une idée, ça m'a pris un mois. C'est-à-dire que ça a pris quand même de janvier à février, sachant que j'étais aidé parce que je n'ai fait aucun visuel et aucun titrage. Je me suis juste mis sur les textes et sur les contreparties. Vous avez un engagement moral auprès de Kickstarter. Donc, il n'y a pas d'engagement légal, mais bon, ça, après, c'est à vous de gérer comme vous voulez. Mais soyez sûr que les contreparties que vous faites, vous êtes capable de pouvoir les tenir. Donc nous, c'est pour ça que la majorité des contreparties qu'on a faites sont des contreparties digitales qu'on va pouvoir intégrer au jeu. Bah, en fait, c'est plus simple pour nous quoi, à gérer. Et donc voilà, donc on avait toute la partie en anglais en premier, avec une présentation de l'équipe, etc., etc. Et ensuite toute la partie en français, qui redit la même chose, mais pour un public français. Donc c'était vraiment une ébauche, c'était vraiment un prototype de ce que devait être le jeu. Pareil, ça, c'est Kickstarter a beaucoup évolué dans ce sens-là et pas nécessairement en bien. Kickstarter est une plateforme de crowdfunding et qui est fait pour lancer des projets. Malheureusement, à l'heure actuelle,
les projets qui sont souvent présentés sur Kickstarter ne sont pas du tout à l'état de prototype. Je jette pas la pierre, mais des excellents jeux comme Shovel Knight ou Hollow Knight sont arrivés sur la plateforme et étaient déjà très très bien ancrés et très très bien installés, avec une DA qui était déjà léchée. Enfin, le jeu était limite fini et ils ont communiqué grâce à ça. Et sur ça, est-ce fait que du coup, Kickstarter, les personnes s'attendent à avoir des projets qui soient très beaux en pensant que c'est des projets qui sont juste au tout début de leur développement. Alors que ces personnes-là vont utiliser une plateforme de Kickstarter comme un outil marketing. C'est bien parce qu'en fait, vous prenez directement la température de votre jeu, des personnes achètent comme si c'était une early access sur Steam, et vous faites déjà une première rentrée d'argent. Donc nous, c'était pas ce cas-là. Nous, voilà, moi, c'était si on me permet l'expression, c'était un marche ou crève en fait. C'est-à-dire que si ça passait pas, si le Kickstarter passait pas, je pourrais pas être à 100% de mon temps sur le jeu. Donc je reviens sur les slides. Et on était... Zoup. On en était ici. Donc, pourquoi faire un Kickstarter? Collecter les feedbacks sur la démo, valider le concept, connaître la désirabilité du jeu, pouvoir travailler à plein temps, mais donc semer, en fait, c'est tout ce que ça engrange, ce que je vous ai dit. Beaucoup de temps à y passer avant, donc à préparer le Kickstarter. Beaucoup de temps à y passer pendant, parce qu'il faut communiquer sur le Kickstarter. Il faut approcher des gens, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut donner envie. Et beaucoup de temps aussi après, parce que ben, mine de rien, maintenant, on a tout l'engagement moral euh, à, à honorer l'entièreté des contreparties qui ont été faites. Il faut savoir que au moment où vous lancez le Kickstarter, il y a beaucoup de bots qui traînent du coup sur le site de Kickstarter et beaucoup de gens qui vont vous démarcher pour faire de la traduction, pour avoir entre guillemets un interview, pour savoir si vous avez besoin de choses diverses et variées. Donc il faut être présent tout le temps. Et il ne faut pas oublier que tous ces temps-là passés à gérer un Kickstarter, c'est du temps que vous ne passez pas sur le jeu. Ça fait partie des choses qu'il faut garder en tête, c'est que vous faites un jeu vidéo, et il faut passer du temps à faire le jeu vidéo et passer, entre guillemets, le moins de temps à faire des choses à côté. On arrive à l'été 2019, l'aventure démarre enfin. L'équipe se retrouve entre guillemets au complet à ce moment-là, c'est-à-dire que Mélanie et Guillaume finissent leur étude et ils peuvent rejoindre le projet Don't Forget Me à plein temps. Entre mars 2019 et juin-juillet 2019, de mon côté, on a mis en place avec Benjamin, qui n'est pas encore entièrement sur le projet, la partie Inky et le bridge avec Unity et on va dire la grosse refonte du moteur du jeu. Alors si vous avez une slide grise, malheureusement c'est de votre côté. Ça je peux pas le gérer. C'est du côté malheureusement du logiciel. Donc ça je peux rien, je suis désolé si vous avez une slide grise. Essayez de peut-être de sortir et de re-rentrer de la salle pour recharger. Cliquez sur le bouton recharger en haut à droite. Ça peut aussi fonctionner. Mais malheureusement ce n'est pas de mon côté. Donc l'aventure commence en été 2019. L'écriture on va dire le premier jet d'écriture est terminé. Guillaume et Mélanie rejoignent l'aventure totalement. Et là, un choix est fait de la refonte graphique. Le jeu va être entièrement refait. Donc moi, pour le coup, là, moi aussi, j'ai une slide grise. Donc, je sais qu'on arrive en août 2019. Le premier jet d'histoire est fait. On entreprend de créer notre entreprise. Comme j'ai dit, de là, on va rentrer dans une refonte graphique du jeu. On va modifier entièrement notre workflow et on va essayer de publier un nouveau prototype du jeu sur itch.io avec cette entière refonte graphique. Donc, marché. Ok. Donc, du coup, le jeu ressemblait à ça. C'est-à-dire que ça,
ça, c'est ce que le jeu ressemblait quand, on va dire, j'étais tout seul, quand je me devais me débrouiller à faire l'entièreté du design. C'est très sommaire, c'est moche. Il n'y a pas de shader, il n'y a pas de lumière, il y a très peu de choses. Il y a juste l'ambiance et la base. Et ensuite, là, il y a eu lieu la refonte et on est passé à ceci. Euh... Oh, non, c'était pas très beau. Alors, après, je suis très critique sur mon propre travail. Mais ça, voilà, ça, c'est la refonte qui a été faite durant l'été, dont les personnages ont été refaits, l'entièreté des animations ont été refaits, tout le décor a été refait. Ça a été quand même énorme. La décision a été à la fois dure et pas dure à prendre, mais ça a été dur dans le sens de se dire, ok, on a déjà 600, 700 ou 800 images, j'ai plus du tout le chiffre en tête, c'est un chiffre totalement arbitraire que je vous dis là. On va tout mettre à la poubelle et on va repartir de zéro. C'est ce choix qui a été fait. Donc il a été bénéfique parce que le jeu est devenu bien plus beau et bien plus agréable à regarder. Et pareil, on a fait une refonte du système de jeu de mots. Donc il faut savoir qu'à l'époque, quand je l'avais fait, comme j'étais totalement novice en dev, c'était juste une petite boîte de texte qui était au milieu de l'écran. Il n'y avait aucune indication. Bernard vous parlait comme ça dans sa bulle de dialogue, vous pouviez pas voir le message, il fallait l'enregistrer. Enfin, c'était un calvaire au niveau du game design et c'était pénible à jouer. Donc, on a fait une première refonte de- du système de bulles et de jeux de mots en faisant le choix d'afficher l'entièreté de l'arbre. Choix qui a été par la suite changé. C'est pour ça que je le notifie. Donc ça a été après deux, trois itérations, on était arrivé à cet arbre-là. Donc s'ensuit l'idée de faire le prototype et quand on s'est posé, c'est qu'on va monter un studio. Il y a des gens à payer. À ce moment-là, Guillaume est au chômage. Mélanie travaille à côté. Moi, je vis sur mes économies et le Kickstarter. Donc, il va falloir rechercher, du coup, il va falloir avancer et rechercher un financement. L'idée est de se professionnaliser là-dedans. Donc, première étape, on publie le jeu sur Itch.io, dans le premier prototype. Le jeu a eu un très très bon accueil. On a publié ça aux alentours de septembre 2019. On va dire qu'on a eu un très très bon accueil. On a eu 500 téléchargements en 3 jours. On a eu une mise en avant sur la plateforme dont on était très heureux parce qu'en fait, il y avait vraiment eu une, ouais, une petite émulsion autour et on était très contents. Et on a fait de la communication en ligne, donc sur tout ce qui est réseau, blog, Twitter. Et en physique, en suivant, avec les salons, les rencontres, les retours qu'on a eus. Il faut savoir que cette première recherche sera entre guillemets un échec, mais on apprend des choses. Et on a appris des choses justement arrivé en octobre, en octobre 2019, je vais y arriver, donc où avait eu lieu l'Indie Game Factory à Bordeaux, et notamment la soirée professionnelle, enfin la journée professionnelle, qui tombait un vendredi. Euh, on a hésité à y aller, et il faut pas hésiter. Voilà, si je peux vous donner un conseil, faites des salons, faites des journées professionnelles, faites-vous du réseau. Parce que ça aide en fait énormément, ça permet de rencontrer des gens, de faire du réseau et d'obtenir de l'aide et aussi d'avoir des retours utilisateurs en direct. Ça c'est plus pour le côté salon parce que vous voyez des gens en fait jouer à votre jeu. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on a pu rencontrer Elisabeth qui est présente du coup dans la salle qui est de Abiding Bridge. Euh, Et c'est là où on a pu raconter, et ça a été une énorme, en fait, une énorme aide parce que si vous voulez, il faut voir que pendant 7 mois, on a la tête dans le guidon, on travaille sur notre jeu, mais on a très très peu de retours, hormis de la famille, des proches, des personnes en fait des personnes qu'on a autour de nous, mais qui
peuvent avoir un avis altéré, un avis biaisé sur ce qu'on fait parce qu'il y a, entre guillemets, euh, une approche sentimentale. C'est des gens qui nous connaissent et ils veulent pas peut-être pas nous décevoir, etc., etc. Là, on arrive dans un endroit où on connaît personne, l'ambiance est très bonne et c'est très bienveillant et ça, c'est hyper cool et hyper positif. Euh, et, euh, et on rencontre Elisabeth qui tombe amoureuse du jeu et qui va nous aider et nous apporter énormément d'aide en fait, et énormément en fait, elle va nous faire partager son réseau et elle va nous faire connaître des gens, et etc., etc. Et suite à ça, en fait, à cette journée professionnelle, on fait l'Animasia / IGF aux côtés d'Elisabeth, et c'est là qu'on va rencontrer du coup la cinquième personne de l'équipe qui est Aurélien, qui pareil en fait se pose sur le PC pour jouer au premier prototype, tombe amoureux du jeu et en mode ben, go, j'ai envie de bosser sur ça. Donc, j'espère pas déformer tes propos, Non, Aurélien. non, bah, je rajouterais même, techniquement, on s'est même rencontré un tout petit peu avant sur le vendredi soir de la journée professionnelle, mais on s'est juste vu de loin, de très très loin. Ça. Et du coup, j'ai vu le jeu, je suis venu le tester. Et le truc que je t'ai dit, c'est vachement bien, mais et je t'ai fait une liste de retours très précis de trucs que je trouvais bien et de trucs que je trouvais moins bien. Mm. Et notamment, ce que je t'avais dit, c'est alors, qui s'occupe de la musique? Parce que je trouve qu'il y a des trucs où c'est moins bien, et notamment au niveau du sound design. C'est Voilà. notamment le premier Sachant retour qu'que j'ai fait. à ce moment, c'était moi qui m'occupais de tout ce qui était de la partition. Et, et tu t'es dit, ah, peut-être que si je déléguais, j'aurais peut-être plus de temps pour faire autre chose. Et du coup, c'est comme ça que les choses se sont lancées. Donc, ça a été un premier salon. On a appris énormément de choses. Mais vraiment, quand je vous dis énormément, c'est énormément de choses. On revient avec une liste de feedback et une liste en fait de choses qui sont annexes au jeu, qui est une liste de financement possible. Donc, on va juste s'axer vite fait sur les feedbacks qui sont liés au jeu. Donc, suite au salon, on décide d'améliorer le prototype, donc des nouveaux sprites. Aurélien est inséré officiellement dans l'équipe, donc on refait un rework entier de la musique et de tout ce qui est sound design. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, avec l'intégration de Fmod, etc., etc. Donc, il y a une grosse partie de dev à refaire. On a beaucoup de retours sur la phase qu'on appelle de word game, donc de recherche de mots. On va partir sur une nouvelle interface et on va rajouter du contenu. Donc ça, c'est la feuille de route qu'on a pour améliorer le prototype. Tout ne sera pas fait à la première version du prototype. Par contre, maintenant, si vous téléchargez la démo sur Steam, vous aurez toutes ces améliorations-là qui sont prises en compte. Donc pour vous donner une idée d'amélioration de l'interface du jeu de mots, donc ça c'est l'ancienne que vous avez vue tout à l'heure, et celle-ci du coup c'est la nouvelle, donc où on a décidé en fait d'enlever tout ce qui était de la partie clinique et de vraiment partir sur une interface, on va dire immersive, comme si vous utilisiez le petit ordinateur qu'a Fran devant elle. Et du coup, c'est beaucoup mieux. Enfin, les retours qu'on a eu sur cette partie-là sont extrêmement positifs. C'est mieux animé, ça immerge mieux les gens. Donc, on est très heureux à ce moment-là. Euh, on publie notre seconde mise à jour donc sur Itch.io. Pareil, 300 téléchargements en un jour. On fait une nouvelle campagne de communication et c'est suite à cela que on arrive à avoir le soutien de Wings qui nous finance, qui, euh, qui ne considère pas comme un éditeur, selon leur dire, qui se considère plus comme que des financeurs qui aident du coup les minorités dans le dev du jeu vidéo, qui est un combat qui est juste, surtout au vu du climat actuel. Donc, ils décident de nous financer et à partir de là, du coup, pour nous, on peut vraiment bosser à plein temps dessus, on peut se payer euh, et on peut développer notre jeu avec sérénité.
Pour revenir sur tout ce qui est aide financière, il y a plein de choses qui existent en France, il y a plein d'aides qui existent en France. Je dis pas que le chemin qu'on a pris est le meilleur chemin, loin de là. On est chanceux en France, il y a beaucoup d'aides qui existent. Donc, pour nous, par exemple, on a eu en premier lieu, on a eu l'aide à l'écriture du CNC. Donc, ça, par exemple, ça nous a été permis parce que Aurélien nous a rejoint. Parce que sinon, on n'aurait pas pu l'avoir. Il faut savoir que ça s'adresse, c'est de la pré-production et ça s'adresse aux personnes qui ont soit déjà développé un jeu vidéo, soit qui sortent d'écoles qui donnent un diplôme dans le jeu vidéo. Un jeu peut être financé jusqu'à 50% par des aides publiques et il existe beaucoup d'aides privées. Nous, de notre côté, on a décidé de monter une entreprise. C'est pas peut-être le choix qui va convenir à tout le monde. Et c'est là où vous pouvez vous rapprocher justement de personnes comme Elisabeth qui vont aider des personnes à produire leur jeu vidéo et à le créer sans avoir à ouvrir l'entreprise, tout en gardant un statut d'auteur. Et ça, vous lui poserez les questions réelles, elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Donc voilà, en France, on est hyper chanceux sur ce niveau-là. Il y a beaucoup de moyens. C'est du temps à y passer dessus. Il faut savoir que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps, et j'y reviens. Demain matin, c'est en lisant le chat. J'y reviens, c'est que quand vous vous occupez de l'administratif, quand vous vous occupez à chercher du financement, quand vous vous occupez à faire de la communication, quand vous vous occupez à faire du marketing, etc., c'est des choses qui aident votre jeu, mais vous ne travaillez pas sur votre jeu. Vous devez vendre un produit qui est un jeu vidéo. Et il faut travailler sur ce jeu vidéo, parce que si vous arrivez à la fin et que vous n'avez pas de jeu, c'est bête. Donc voilà, il faut garder ça en tête, c'est beaucoup de travail, et c'est là où vient la difficulté, c'est que vous allez passer énormément de temps en fait à travailler sur plein de choses différentes, et pas nécessairement votre jeu. Donc, pour arriver à la conclusion, pour faire un too long didn't read, donc trop long j'ai pas lu, euh, il y a énormément de ressources sur le net pour vous aider quand vous démarrez. Donc, comme j'ai dit, moi j'étais entièrement débutant, je ne sors pas d'école de jeux vidéo. Mélanie et Guillaume non plus ne sortent pas d'école de jeux vidéo. On se lance là-dedans, premièrement, en fait, juste par passion de ce média. On n'a aucune idée à ce moment-là, on n'a aucune idée de ce que c'est qu'un moteur de jeu. Le C Sharp, je l'ai vu de loin et j'avais pas envie de m'approcher. Ça, pour moi, de mon côté. Il y a des ressources pardon, qui existent sur le net. Beaucoup de vidéos YouTube. Unity a cet avantage d'avoir une énorme communauté. Donc, n'hésitez pas à vous référer en fait à ça. Je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'il y a beaucoup, entre guillemets, d'erreurs ou beaucoup de raccourcis qui peuvent être faits par ce moyen-là. Je viens par exemple en tête de Brackeys, où au début, dans Brackeys, qui est une chaîne YouTube tenue par Brackeys lui-même, qui est un développeur Unity, qui fait un travail super cool de vulgarisation, entre guillemets, et d'approche de ce qu'est Unity. Aujourd'hui, je peux toujours conseiller. Je répondrai juste aux questions après, je finis. Juste après ça, je réponds aux questions, je prends vos questions. Je peux toujours vous le conseiller, en fait, d'aller le voir, mais au jour d'aujourd'hui, quand je regarde des choses, je suis en mode, ah, j'aurais peut-être pas fait comme ça, ou c'est peut-être une erreur. Il se repose beaucoup sur Unity, ce que propose Unity, et au point d'y laisser peut-être on va dire, le, le fait que le code puisse être utilisé sur d'autres moteurs en fait. Donc voilà, mais ça reste une super aide de départ. Si je me trompe pas, il existe Mort, un pixel art avec un sprite. Il y a de tout de toute façon. Donc c'est pas ce qui manque de pouvoir commencer à apprendre du coup à faire des jeux vidéo. En France, il y a beaucoup d'aides financières, publiques et privées d'ailleurs, qui existent. Donc, il faut se renseigner, il faut approcher des gens
en ont eu et qui peuvent aider, parce qu'au début ça fait quand même un mur, et on va pas se mentir, quand on voit tout ce qu'il faut faire, on est en mode ah, je vais pas y arriver, mais on peut y arriver, donc il faut pas hésiter à se renseigner aux alentours de tout ce qui existe dans les aides financières. Il faut faire du networking, faire parler de soi, utiliser les réseaux, c'est hyper important. Nous, de notre côté, je considère qu'on est resté beaucoup trop enfermé sur nous-mêmes. On aurait dû, en fait, s'ouvrir un peu plus rapidement par exemple, au paysage de jeux vidéo indépendants qui existe à Bordeaux, qui est immense, celui de Bordeaux. Parce que, en fait, déjà, les gens sont cool, c'est extrêmement bienveillant. Et ça aurait pu éviter beaucoup d'erreurs et avoir des informations euh, beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus rapidement que de les apprendre sur le tas bien plus tard, ce qui malheureusement nous a un peu desservi. Mais pareil, rien de grave, et maintenant tout est, on va dire, tout est réparé. Être conscient que le secteur du jeu vidéo est bouché. Voilà, il y a énormément de jeux qui sortent sur Steam par jour, beaucoup de jeux poubelles, mais il y en a énormément qui sortent, il faut en être conscient, et ça, la conséquence de ça, c'est qu'il y a beaucoup de marketing à faire. Enfin, nous, on considère que même votre jeu peut être le meilleur jeu du monde. Il y a quand même beaucoup de marketing à faire pour se faire connaître, essayer d'avoir un petit article par-ci par-là, être mis en avant. Et bien évidemment, tout ce qui est la sphère YouTube, Twitch, en un mot énorme, on va dire toute la sphère influenceur qu'il faut toucher. Il faut trouver d'autres canaux de communication et pas seulement juste mettre notre jeu sur Steam ou n'importe quel autre distributeur et espérer que la mayonnaise va prendre, parce que il y a beaucoup trop de jeux qui sortent, il y a beaucoup trop de jeux qui sortent par jour, et c'est un secteur qui est malheureusement bouché. Et du coup, personnellement, au niveau du dev, si c'était à refaire, je réinventerais pas la roue. Je me lancerais pas en mode Yahoo, je vais tout refaire, notamment au niveau du moteur de narration. Euh, parce qu'en fait ça sert à rien. Comme je dis, il y a énormément de ressources. Unity est ultra communautaire. Il y a un asset store sur Unity où il y a beaucoup de choses. Il y a des outils qui existent et qui sont gratuits. Inky, qui est notre moteur à l'heure actuelle narratif, est gratuit et il est facile à utiliser, et la documentation elle est cool. Donc ça sert à rien de se lancer dans des choses. Il faut pas entre guillemets avoir honte de dev, de redev derrière. Et ça, je pense que c'est malheureusement une mentalité que j'ai eue, entre guillemets, de mes études. Je referai un game design document beaucoup plus costaud, parce que ça a été fait. La genèse, comme je vous ai montré, de Don't Forget Me était un peu hasardeuse, entre guillemets, un peu chaotique, et ce qui fait qu'on n'a pas de GDD qui soit ultra costaud. Ça, c'est une erreur que je referai pas, parce que pour communiquer avec les équipes, c'est insane. Vous pouvez faire un projet à 4-5 et que les 4-5 personnes soient là depuis le début. Si vous n'avez pas un document qui vous sert de base pour tout mettre à plat, chacun risque de partir dans sa direction. Et du coup, ça crée un peu de dissonance entre tout le monde, et c'est dommage, parce que du coup, les idées vont fuser, mais pas nécessairement dans le même sens, et ça peut créer des problèmes. Ça peut, mais ça peut aussi ouvrir justement à de nouvelles choses. Donc voilà, donc j'aurais refait un GDD, un GDD un peu plus costaud. Et pareil, je rentrerai plus vite en contact avec des personnes du milieu, parce que ça aide énormément, et ça me permet d'avoir une meilleure vision en fait de tout ce qu'il existe dans le monde du jeu vidéo indépendant. Donc voilà, on est arrivé à la fin de mon blabla. J'ai extrêmement soif, ça c'est autre chose. Merci beaucoup de votre attention. Donc si vous avez des questions, je vais les reprendre là, comme elles sont dans le chat. Je vais les reprendre une par une à partir de maintenant. Donc le Kickstarter est fini. Oui, le Kickstarter est fini. On l'a terminé le 1er mars 2019. On l'a réussi. On a atteint le palier de 10 000 euros. Je crois qu'il est de 10 065. Je regarde ça. La page est accessible. 10 075 pour 63 backers. Il y a eu beaucoup de ce que Mélanie m'a dit que ça s'appelait de la love money, donc des gens de mon entourage très proche qui m'ont aidé à pouvoir réaliser ce projet-là. Vous pourrez donner les slides à la fin. Oui, je pense qu'on fera du coup un post sur Twitter où je vous mettrai le lien des PDF, du PDF pour que vous puissiez le regarder. Et j'ai parlé beaucoup, très vite. Je ne sais pas la qualité de mon micro. Et j'ai un accent, donc en plus, ça peut être un peu plus compliqué à comprendre.
Mais c'est vrai que j'ai bombé. Je pense que j'ai parlé un peu vite. Non, t'inquiète. T'inquiète, c'est bien. Donc voilà, donc Bien si vous avez des entendu. questions, on a toujours on a quoi? On a un quart d'heure, 20 minutes devant nous. Oui, il reste à peu près encore 20 minutes. Si jamais il y a des personnes qui ont des questions, ils peuvent prendre aussi la parole avec le micro s'ils le souhaitent. Alors, qu'est-ce qu'un GDD? Le GDD, c'est le document de Game Design Document, qui en fait va être un peu votre base, votre bible pour Les règles créer du jeu. le jeu. Il y a les règles du jeu dedans, il y a l'univers, il y a l'histoire, il y a nous pour les prochains on va mettre en place aussi un peu l'architecture du dev. C'est tout en fait tout le document où l'équipe doit se référer en cas de souci ou en cas de question et qui doit être en fait complété. C'est pas quelque chose, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit écrit dans la roche, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, on n'y touche plus et on le regarde de manière religieuse. Je pense que c'est quelque chose qui doit évoluer, mais il faut qu'il soit solide. Et c'est en fait, voilà, c'est toutes vos règles de jeu, tout comment, tout ce qui touche la direction artistique, pardon, etc., etc. Si je peux en plus compléter un peu, il y a aussi, tu peux aussi par exemple dire un peu la cible de ton jeu, par exemple, tu vois, si tu vises déjà un peu plutôt vieux, si tu vises un public par exemple qui est plutôt habitué à un style. Tu vas définir aussi des trucs un peu plus techniques comme par exemple, voilà, dans ton jeu, tu veux que la caméra elle soit en vue isométrique ou en vue FPS. Est-ce que tu veux que ce soit un contrôleur au clavier, à la manette, ce genre de choses. Enfin, il y a plein de. On va définir en fait, normalement, le but d'un GDD dès le début, c'est de définir toutes les règles et les bases pour le développement du jeu. Après, tu le complètes au fur et à mesure de l'évolution. Par exemple, tu vois, tu définis ton GDD, donc tu as tout ton jeu et toutes tes règles du jeu qui fait que ton jeu tourne. Et après, tu vas poser un univers dessus, qui va venir embellir le truc. Et après, tu vas définir d'autres choses qui vont au fur et à mesure se rajouter. C'est exactement ça. Ça, la différence entre quelqu'un comme moi, qui sort pas d'études de jeux vidéo, et quelqu'un qui a fait des Moi, études de jeux vidéo. Parce qu'il j'ai y a pas fait des... d'études de game design, mais disons que j'ai de documents de GDD et je trouve ça c'est important parce que mine de rien, ça définit beaucoup Ah de oui. choses, quoi. Ah oui, oui, oui. C'est une erreur que je ne referai plus jamais. Ah oui, aussi, dans les trucs que tu mets aussi dans le GDD, tu peux mettre aussi tes. Alors en anglais, on dit unique selling points, c'est-à-dire tes points, enfin tes. Ton jeu va se vendre. Et qu'est-ce qui fait que ton jeu a des trucs uniques qui fait que ça va se vendre? Et mine de rien, c'est bien de se poser la question assez vite. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère avoir bien répondu à celle-là. En attendant que ça tape, c'est vrai qu'on me le dit dans l'oreillette que j'ai oublié. N'oubliez pas, le jeu est disponible sur Steam. Je peux même Oui, mettre la page Steam sur l'écran. vas-y. N'hésitez pas à les wishlister. Les wishlister le nerf de la guerre. Ça, n'hésitez pas à wishlister le jeu, à le tester, à nous faire des retours. On lit tous vos retours. On essaie de tous vous répondre, histoire de bah, qu'on vous montre un peu qu'on est un peu impliqué au niveau de la communauté et qu'on écoute un peu vos retours, quoi. Oui, que si vous nous contactez sur Twitter ou sur Discord, on répondra. On est présent, donc voilà. Vous sortez quand le jeu, pour le moment, on est sur la première partie, le premier semestre de 2021. On a, nous, de notre côté, on a une date précise, on va pas se mentir, mais pour le moment, on ne souhaite pas nécessairement la dévoiler. Faudrait éviter de faire comme Cyberpunk, décaler tous les 2 mois. Oui, voilà. C'est vrai qu'en plus, on a la même puissance que Cyberpunk. Claire. Peut-on stream la démo du jeu? Oui, et même tu peux. Hier, c'est bon, le jeu Don't Forget Me existe sur Twitch. Donc, ça y est. Ah, Donc je tu savais peux, même pas, moi. il y a bien évidemment aucun souci. Vous pouvez le faire et c'est bienvenu. D'ailleurs, Hmm, n'hésitez pas à nous hâte. On retweet vos flux ouais, sur notre page. oui, oui, n'hésitez pas. Je pense qu'on est Twitter, relativement Facebook. transparent sur tout ce qu'on montre et tout ça. Du moment que c'est montré, vous pouvez y aller, il n'y a pas de Yes. souci. Et merci beaucoup pour votre engouement autour du stream du jeu. Voilà, comptez un petit quart d'heure. Enfin, en moyenne un quart d'heure.
Après, si vous passez 25 minutes à écouter chaque musique aussi, vous mettrez un petit peu plus de temps, mais bon, ça, c'est un autre problème. Quand j'ai un wishlist, ça sert pour les devs. Oui, beaucoup. C'est le nerf de la guerre sur vraiment, c'est le nerf de la guerre sur Steam en fait. Euh, c'est l'une des principales. Déjà, ça permet de juste un outil purement marketing et purement statistique. Ça permet de connaître plus ou moins euh, le nombre de gens donc qui l'ont et qui vont potentiellement acheter le jeu. Et de deux, dans la partie prochaine sortie, plus il y a de wishlists en fait, plus vous remontez dans cette liste-là. Donc, il y a plus de chances que vous soyez mis en avant euh, sur Steam. Donc, c'est tout bête, mais plus il y a de gens qui wishlist, plus Steam va faire ah, il y a plein de gens qui intéressent ce jeu-là, donc ça veut dire que ça peut intéresser beaucoup plus de gens. Et du coup, il va agrandir, on va dire, la cible de personnes qu'il va toucher. Et ça veut dire que quand le jeu sortira, déjà, ça veut dire qu'il y aura sur les X personnes qui ont wishlisté le jeu, il y aura quand même une bonne partie qui va être alertée quand le jeu va sortir. Donc ça va peut-être leur donner envie d'acheter le jeu directement. Ensuite, derrière, ça met en avant le jeu. Et si en plus derrière, dans les gens qui ont wishlisté, il y en a pas mal qui achètent rapidement, ça met en avant le jeu dans les jeux populaires du moment, etc. Donc ça crée un cercle vertueux qui est assez intéressant pour tous les jeux indépendants en général. Et c'est pour ça qu'on essaye de mettre en avant le jeu et de faire en sorte que des gens, s'ils aiment vraiment le jeu et qu'ils ont envie d'être alertés quand le jeu sortira et qu'ils veulent nous soutenir, ils peuvent déjà rien que nous wishlister. Ça permet de nous mettre en avant et de faire découvrir le jeu à plus de gens. Ça C'est redistribue vraiment bien. un effet boule de neige. Voilà. Le plus entraîne Paul, le comme on plus. l'appelle. Non, ouais, n'hésitez pas. C'est l'équivalent du pouce bleu sur YouTube, quoi. Caresser. Il faut toujours caresser l'algo dans le sens du poil, malheureusement.